c'est la grande rentrée des pistonnets, la grande rentrée de la Formule 1. Bon, on aurait préféré commencer dans notre salle de classe habituelle, mais on a dû improviser un petit peu pour cette vidéo. C'est pour ça qu'elle est en retard. On vous présente toutes nos excuses. Mais on va débriefer ensemble le Grand Prix des Pays-Bas avec deux hommes qui n'ont pas forcément eu beaucoup de vacances. On va les présenter un par un parce que c'est un peu compliqué à distance. Et commencer avec celui qui est quand même parti dans le sud de la France, Monsieur Brice Germain. Comment ça va, Brice? Ça va, ça va. Alors moi, j'en ai eu des vacances, hein. Je vais pas faire genre que j'étais un acharné de boulot sur ce début où je te le dis. Tant Ça mieux, tant va? mieux. Ouais, top, top. Écoute, très bien. Avec Hamza Ramani qui a bossé tout l'été, il faut le dire, et qui, comme moi, a profité aussi d'une parenthèse enchantée qui s'appelait les Jeux Olympiques de Paris. Ah, on s'est régalé. Franchement, 2 semaines dans les stades. Je sais pas combien j'ai lâché, j'ai pas fait le bilan, j'ai pas envie de le faire, mais c'est pas le plus important aujourd'hui. Mais non, non, c'était génial. Franchement, c'était top. Ah, franchement, c'était une parenthèse enchantée ces 2 semaines. J'étais le premier détracteur et j'ai le premier à avoir kiffé. Les gars, on va parler de Formule 1 ensemble. On va dérouler, on va découvrir ensemble justement quels sont les 4 enseignements qui ont retenu notre attention à l'arrivée de ce Grand Prix des Pays-Bas. On va parler forcément de McLaren parce que c'est la gifle du week-end, on va le dire. Est-ce que McLaren peut faire la remontada? C'est la première question qu'on va se poser. Parler de Ferrari qui, mine de rien, on n'en attendait rien et Ferrari a fait mieux que limiter la casse. Gasly le magnifique, on a ressorti un vieux titre parce qu'on a absolument envie de parler de la performance du français. Et puis, une quatrième question qui prendra sans doute la forme d'un mini débat. Qui doit remplacer Logan Sargent? On ne sait pas si Logan Sargent sera présent du côté de Monza le week-end prochain. Et on va essayer de se poser la question parce qu'il y a plein d'hypothèses qui sortent. Et moi, j'ai envie de savoir ce que Brice et Hamza, justement, ont envie de voir. Mais avant de rentrer justement dans chacun de ces enseignements, les gars, petit tour de table. Zandvoort, le Grand Prix des Pays-Bas menacé dans l'après 2025. La raison, c'est le prix, le coût de l'engagement d'un Grand Prix qui n'est pas soutenu, on le rappelle, par son gouvernement. On pourrait peut-être avoir une alternance. C'est ce que la Formula One et Stefano Domenicali ont proposé en tout cas hier. Est-ce que après ce Grand Prix, après ce week-end, quand vous tirez le bilan des différentes éditions, est-ce que pour vous, Zandvoort est un indispensable au calendrier? Bon, je suis pas sûr que ce soit ce week-end qui change notre avis particulièrement là-dessus, en tout cas le mien. Zandvoort est un tracé atypique qui prouve qu'il n'y a pas forcément besoin de DRS pour avoir les trajectoires différentes, tenter des choses, dépasser. C'est un circuit de rythme qui demande beaucoup aux pilotes, beaucoup aux machines. Bref, c'est ce que j'ai envie de voir. C'est spectaculaire. Je trouve ça dommage qu'on doive mettre en balance un tracé comme Zandvoort avec celui de Spa, qui lui aussi est un tracé qu'on a envie de voir garder sous prétexte, je pense, que c'est géographiquement pas loin ou quelque chose comme ça. À mon avis, on devrait plus s'intéresser à la qualité de ce que ces circuits peuvent nous proposer plutôt que à des considérations qui ne touchent personne d'autre que les gens concernés et l'oligarchie des gens qui sont en place. Comme ça, tu te battrais pour garder Zandvoort? Oui, je me battrai pour garder Zandvoort, pas au détriment de Spa, mais j'aimerais garder les deux, comme je rejoins ce que vient de dire Brice et son propos. Euh, Après, effectivement, on se demande pourquoi l'un ou l'autre, si c'est une considération géographique. Disons que j'aimerais bien voir la même considération géographique pour le Grand Prix Stefano Domenicali et le Grand Prix d'Italie, par exemple. Voilà, je dis rien, je propose seulement. Mais non, c'est vrai que Zandvoort, c'est la spécificité. Voilà, on a aujourd'hui des circuits. Singapour est devenu un classique parce qu'il a des spécificités qui lui sont propres. L'Azerbaïdjan aussi, mine de rien, c'est devenu un classique parce qu'il a des spécifications qui lui sont propres. Et Zandvoort, depuis sa rénovation et son retour en Formule 1, a aussi ses spécifications qui lui sont propres. Alors, paraît-il, à Madrid, on va aussi construire un circuit avec un banking monstrueux, le prochain en Arabie Saoudite aussi. L'original, c'est Zandvoort. Et mine de rien, c'est un circuit extrêmement court. C'est un circuit de rythme aussi. C'est un circuit où il n'y a pas ces longues zones de DRS et de ligne droite pour dépasser. Et pourtant, on a des dépassements. Et pourtant, on a ces possibles trajectoires différentes. Encore une fois, je me souviens de Fernando Alonso, ce qu'il nous avait réalisé sur les 2 premiers Grands Prix des Pays-Bas à son retour. Donc oui, moi je garderai Zandvoort. C'est pas un indispensable, il fait pas partie du top 3 ou du top 5 comme un Suzuka, comme un Interlagos. Mais sur les 15 grands prix indispensables sur une année, je pense que Zandvoort en fait quand même clairement partie. Ouais, on parlait À la de. base, on fait quand même un championnat du monde de Formule 1 pour avoir
des circuits différents et pour tester des voitures dans plein de considérations différentes, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse humide, qu'il pleuve. Bref, on va dans le monde entier pour tester ces voitures sur des circuits différents. Ça sert à rien de recréer 8 Zandvoort différents, comme ça sert à rien de le supprimer. Il faut garder Zandvoort parce qu'il est unique. Bakou est unique, Singapour est unique, Monaco est unique, et pourtant ces 3 circuits en ville, leur unicité fait leur charme. Et à partir de là, si on essaye de copier ou de faire un truc en particulier et de le refaire à chaque fois, exemple Herman Tilke dans les années 2010 qui s'est mis à faire exactement toutes les mêmes pistes, ça ne sert à rien et ça perd son charme. Zandvoort est unique et bien, gardons-le et pas au détriment d'une autre piste unique et très bien aussi. Exactement, la singularité de Zandvoort, c'est on-board notamment absolument époustouflant et on verra ce qui sera décidé pour Zandvoort à l'avenir. Ce n'était pas forcément le meilleur Grand Prix, en tout cas le Grand Prix avec le plus de suspense qu'on a eu dans cette saison 2024. C'est une belle cuvée 2024, mais on va revenir notamment sur les résultats à l'arrivée de cette 15e course de la saison. La deuxième victoire en carrière de Lando Norris, son premier hat-trick en carrière. Max Verstappen assure les points de la deuxième place, mine de rien. Le 7e podium de Charles Leclerc cette saison. Piastri, Sainz, Perez. Et puis derrière, deux Mercedes assez décevantes, il faut le dire, seulement 7e et 8e. Un Français dans le top 10, c'est Pierre Gasly, 9e. Et puis Alonso qui marque un point pour Aston Martin. On fonce tout de suite, les gars, sur la performance de McLaren, qui a quand même frappé un grand coup ce week-end. Est-ce qu'on a assisté au premier signe d'une remontada? On regarde avec le tableau. Il y a la victoire, on l'a dit, de Lando Norris, malgré un départ de nouveau manqué quand même depuis la pole position. Le rythme incroyable, la MCL 38 qui volait sur le tracé de Zandvoort et Max Verstappen qui a dû s'incliner bien sur la piste à la régulière. À l'arrivée, c'est quand même plus de 20 secondes d'écart entre Norris et Verstappen. C'est le deuxième écart le plus important cette saison après le Grand Prix de Bahreïn, mais l'impression est plus forte parce que, comme vous venez de le dire, le tracé de Zandvoort est bien plus court. Un circuit où, par le passé, justement, McLaren a peu excellé. La donne a changé aussi peut-être parce qu'on a eu les effets du deuxième gros package d'amélioration, d'évolution apporté depuis Miami. Et mine de rien, une stat qui ne trompe pas, et on le verra avec la réaction de Jos Verstappen un peu plus tard. 5 courses que Max Verstappen n'a plus gagnées. En fait, il faut remonter à 2020. C'est déjà ce qu'on vous expliquait lors de la précédente course. Il faut remonter à 2020 pour retrouver la trace d'une série entre guillemets aussi négative pour le néerlandais. Est-ce que la remontada des papayes est en marche? C'est la question qu'on va se poser dans ce premier enseignement. Quelle impression vous laisse justement cette victoire de Norris et McLaren? Je débuterai par la victoire de McLaren. C'est une petite gifle quand même infligée à la concurrence dans le sens où depuis le début de la saison, il y a un certain équilibre dans le top 3, le top 4, selon les circuits. Parfois c'est Ferrari, parfois c'est McLaren, parfois c'est Mercedes. Et en arrivant à Zandvoort, on avait une, euh, une petite musique qui sortait notamment de la bouche des pilotes eux-mêmes, les différents pilotes, que ce soit ceux de chez Red Bull, Mercedes ou McLaren, disant, bon, bah, aujourd'hui, on a un top 3 plus ou moins équivalent, avec peut-être Mercedes légèrement au-dessus par rapport à la forme du moment, ce que l'on a vu sur les 3 ou 4 précédents Grands Prix avant la trêve. Donc, avant Zandvoort, on se dit, ah, bah, on pourrait avoir un Grand Prix extrêmement spectaculaire avec une victoire et des podiums qui pourraient se jouer sur des petits détails. Et quand tu sors de Zandvoort, tu prends une gifle et tu comprends très clairement qu'aujourd'hui, il y a une principale force qui est McLaren et les autres qui doivent suivre et qui doivent revenir. Ça ne veut pas dire que jusqu'à la fin de la saison, on aura un écart entre McLaren et le reste ou entre la meilleure équipe et les poursuivants. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, après Zandvoort et avant Monza, il y a une équipe dominante, comme on a pu le voir ces précédents mois et ces dernières années avec Red Bull. 23 secondes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Et Hamza l'a dit, c'est la photographie de l'instant de Zandvoort. Mais 23 secondes, j'ai du mal à imaginer que sur un circuit moins favorable, ça se transforme en 23 secondes de retard pour McLaren. Quand Max Verstappen dominait sur des circuits qui lui étaient favorables, il dominait également sur les circuits où il n'était pas favorable et un peu moins. Mais au final, ça se joue en dixième, ça se joue pas en dizaines de secondes sur un Grand Prix. Donc, hormis bien sûr l'exception Singapour l'année dernière, par exemple, pour Max Verstappen. Donc, euh, pour moi, là, Norris a mis une claque. Et plus que McLaren, moi, je dirais Norris. Pas uniquement par le prisme du résultat, parce que Piastri est quatrième et il n'est pas deuxième, mais en attendant, celui qui a mis 23 secondes à Max Verstappen, c'est Lando Norris. Et en ça, je vois quand même quelque chose où effectivement, la remontada constructeur, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est déjà en marche.
depuis les contre-performances de Sergio Perez. On le voit depuis Miami, McLaren gratte du terrain et aujourd'hui, presque le moment où McLaren va passer devant Red Bull au constructeur, c'est presque qu'une question de temps si Sergio Perez ne se relève pas en termes de performance de façon régulière. Mais par contre, là, sur ce Grand Prix, et moi, c'est l'impression que j'ai, je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec moi, mais pour autant, il m'a vraiment marqué dans ce sens-là, c'est ce côté Lando Norris peut potentiellement reproduire ce genre de performance assez aisément grâce à son matériel. C'est vraiment ce que je retiens, c'est que la performance, même avec des petites erreurs, il n'y a plus besoin d'aligner tout parfaitement pour battre Max Verstappen parce que la McLaren a cette performance-là. Il a fait un très grand week-end, il a fait une erreur au départ. Est-ce que c'est imputable à une monoplace qui est compliquée sur le départ, parce que ça arrive quand même très régulièrement, et ça arrive aussi à Oscar Piastri, on l'a vu notamment là à Zandvoort. Mais du coup, ce que je retiens quand même, c'est que le côté, là, Lando Norris, il devient menaçant pour Max. Et pour moi, la peur a changé de camp. Là, à l'heure actuelle, Red Bull doit avoir peur de McLaren et Max Verstappen doit avoir peur de Lando Norris parce qu'au vu de la gifle mise en termes de temps, si Oscar Piastri, par exemple, vient s'intercaler entre Norris et Verstappen, c'est plus la même limonade. Et là, Verstappen va devoir gérer ses temps faibles de façon optimale parce que on a une McLaren qui, pour le moment, avec ce nouveau package amené et sans évolution venant de Mercedes, Ferrari ou de Red Bull, a l'air imbattable, là, comme ça, entre les mains de Norris et avec ce package-là. Donc, pour moi, il y a un vrai tournant là maintenant qui affiche un compte à rebours. Il reste 9 courses, 70 points à récupérer pour Lando Norris. Il va falloir que Red Bull se réveille, sinon ça peut se faire. C'est devenu faisable. Mhm. Quelques déclats, les gars, je vous relance là-dessus. On a bien compris quand même que pour toi, on est d'accord sur l'ensemble, c'est que la performance de McLaren est impressionnante, mais toi, tu ne veux pas sous-évaluer, on va dire, la victoire de Norris. Norris qui disait justement à l'arrivée de cette course que eh bien, tout au long du week-end, je pense que nous avons eu la meilleure voiture. Je pense que nous avons eu en moyenne sur la saison la meilleure voiture, c'est certain. Je dirais que nous n'avions jamais eu une voiture aussi dominante cette année, même si vous revenez à la Hongrie, même si les gens détestent que je le dise, Max est encore très rapide là-bas. Il n'a pas fait une grande course, mais son rythme était encore très très bon. Et évidemment, nous connaissons plus d'informations que les gens de l'extérieur, donc nous pouvons commenter de manière plus factuelle que les gens qui regardent simplement la télévision et qui font leurs suppositions. Andrea Stella, lui, veut être un petit peu plus prudent. Il dit si nous allons sur des pistes qui se comparent à ce genre de circuit en parlant de Zandvoort, alors nous pouvons être sûrs que nous serons plus performants. Là où il faut un appui élevé avec de longs virages, si nous allons sur des pistes où les virages très rapides comme à Silverstone, alors nous savons que Red Bull est très fort sur ce genre de tracé. Et pourtant, je pense que si nous retournons en Autriche, ils seront plus rapides. Et puis, il y a une déclaration de Christian Horner qui pose question, qui dit nous avons une marge de 70 points au classement des pilotes, mais cela peut vite s'amenuiser. Il est remarquable que ce ne soit que la deuxième victoire de Lando dans cette voiture. La pression est sur nous. Nous avons l'habitude de nous battre pour le championnat depuis des années et nous allons puiser dans nos ressources. Nous allons nous battre avec tout ce que nous avons sur les 9 courses restantes. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même le signe ou la crainte du côté de chez Red Bull d'une grosse domination quand même de McLaren sur cette deuxième partie de saison? Que Red Bull pense aujourd'hui être inférieur et que l'écart soit difficile à rattraper selon Red Bull, je peux l'entendre. Maintenant, il y a un élément à prendre en compte et Brice ne l'a pas pris en compte. C'est sur ce point-là précisément que je veux revenir. On parle beaucoup de Verstappen contre Norris. Donc, je viendrai dans un second temps sur la lutte pour le championnat du monde pilote. Mais aujourd'hui, McLaren n'a pas besoin d'être, enfin, n'a pas seulement besoin d'être devant Red Bull. Il faut aussi conserver cette avance sur Ferrari et sur Mercedes. Alors, Ferrari aujourd'hui semble quand même encore plus loin, même s'il y a des nouvelles évolutions. On en parlera dans l'enseignement Ferrari qui vont arriver à Monza. Euh, Aujourd'hui, elle est là la clé déjà. La première clé pour McLaren, c'est d'être capable de fournir à Lando Norris une voiture dominante sur toute la fin du championnat, mais une voiture dominante là où depuis des années, peut-être depuis 2010, on n'a pas connu un championnat avec 3 ou 4 constructeurs capables de gagner des courses. D'habitude, c'est Vettel Hamilton, un pilote Ferrari, un pilote Mercedes. Donc, c'est des équipes qui se battent, deux équipes qui se battent entre elles. Là, même si tu considères que Max Verstappen n'aura pas la voiture pour dominer Lando Norris, il va
quand même falloir dominer George Russell. Il va quand même falloir dominer Lewis Hamilton tous les week-ends. Et ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Donc ça pourrait aider Lando Norris si la deuxième place demain arrive pour Hamilton, arrive pour Russell et que Norris gagne. Mais à contrario, du côté de McLaren, et je pense que c'est ce pourquoi Andrea Stella a ajouté il y a quelques heures, qu'il y a toujours une volonté de poursuivre ces améliorations et d'amener de nouvelles pièces, un nouveau gros package d'ici la fin de la saison. Parce qu'il va être indispensable pour McLaren de conserver cette avance sur le championnat du monde constructeur. Je parle plutôt de hiérarchie et de forme du moment, parce que là, je rejoins un Brice, et on dit depuis plusieurs semaines, effectivement, McLaren semble quand même bien avancé pour aller chercher le constructeur. Mais la Et surtout surprise, que McLaren elle-même, elle a cet avantage de n'avoir, depuis le printemps 2023, raté aucune salve d'évolution. Toujours été dans cette dynamique positive. Ce qui n'est pas le cas de Ferrari, ce qui n'est certainement pas le cas de Red Bull, et qui est le cas de Mercedes, mais sur un historique beaucoup plus jeune de compréhension. Donc McLaren a cet avantage-là qu'ils peuvent conserver, entre guillemets, si les nouvelles salves d'amélioration prévues vont toujours en ce sens. Et là-dessus, c'est important de comprendre que l'avantage pris, il n'est pas uniquement sur le développement, il est également sur la compréhension de ce qui n'allait pas. Ce qui n'est pas encore le cas chez Red Bull, par exemple. Helmut Marko le dit, cette voiture est sous-vireuse, elle est très instable, notamment en milieu de virage, et on l'a vu dans le 9 et le 10 du côté de Zandvoort avec Max Verstappen et avec Sergio Perez. Sergio Perez, même à la réaccélération du 3, avait beaucoup de mal à la garder en stabilité. Là, il faut déjà comprendre. Et quand on a compris, il faut développer. Il y a du retard. Et ce retard, s'il était à Miami, je dis pas. Là, il existe à 9 courses de la fin, dans une période où Lando Norris met 23 secondes à Max Verstappen. Encore une fois, j'insiste, mais pour moi, c'est une victoire verstappenesque qu'a eu Lando Norris. La gifle a changé de camp en l'espace de 7 courses. C'est assez impressionnant et hallucinant. Donc là, il va falloir gérer ça. Hamza l'a dit, effectivement, le gros challenge à gérer, ça va être que Verstappen n'est pas le seul concurrent à la victoire de Lando Norris, puisqu'ils sont 6, 7, si on inclut les Ferrari, et une salle d'évolution qui potentiellement est positive pour eux du côté de Monza. Mais du coup, Norris va devoir gérer ça. Mais je voudrais prendre un exemple quand même qui peut montrer qu'on a changé un petit peu chez Lando Norris par rapport à il y a 7 courses. C'est l'exemple d'Imola. Imola, on est sur à peu près le même type de circuit, un circuit de rythme, un circuit où il est difficile de dépasser et un circuit qui va justement mettre un peu à mal la Red Bull sur cet aspect stabilité qui va lui faire perdre beaucoup en réaccélération en sortie de virage à moyenne vitesse. Max Verstappen domine le début de course avec des pneus médiums. Il est bien, il a un petit peu d'avance sur Lando Norris. Jusqu'au moment où ces pneus médiums vont commencer à s'effondrer, notamment les arrières, où il va avoir beaucoup de mal, notamment à la traction, à repartir, et Lando Norris va se rapprocher. Il va beaucoup se rapprocher, mais pas trouver la solution. Notamment sur le deuxième relais et sur les hards derrière, où le même phénomène va se passer. Il va pas trouver la solution, il va buter, 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 et il va rester proche, tel Schumacher-Alonso en 2005, par exemple, ou 2006. Là, ce qui s'est passé à Zandvoort, même cas de figure avec les médiums. Sauf que Lando Norris s'est écarté. Il est resté un peu plus dans un air plus propre, en attendant, justement, que cette Red Bull, qui est plus gourmande en gomme que la McLaren, on le sait, et Norris qui fait de la très bonne gestion de gomme en plus cette saison, pour attendre que cette instabilité vienne justement gratter le capital pneumatique de Max Verstappen. Et au final, le moment où Lando Norris s'est rapproché, il a mis une pique, une attaque, c'était suffisant. Et derrière, clean air, comme le dit Oscar Piastri, ce n'est pas la même chose. Et derrière, il a pu s'envoler, développer le rythme de la McLaren. Et c'est terminé. Cette intelligence de course-là, cette gestion de course, on ne l'a jamais vu chez Lando Norris avant. Hamza était le premier à en parler, c'est qu'en fait, on ne mettait pas tout à bout et surtout, on, on manquait justement d'intelligence de course chez McLaren. Là, pour le coup, ça a été parfait. Et c'est en ça que la victoire est, entre guillemets, froide et effrayante pour Red Bull, je trouve. C'est que Lando Norris, il a attendu le bon moment, il est passé et après, c'est terminé. La preuve, il claque le meilleur tour en course en fin de course, signe de dire je n'étais pas à fond, puisque je n'ai même pas bousillé mes gommes hard, et qu'à la fin, je vous mets un meilleur tour en course histoire de prendre ce point de plus. Donc là-dessus, quand même. c'est marrant parce que en fait, j'ai l'impression que on a tous vécu la même course, mais qu'on insiste sur des points qui sont assez différents. Ouais. Là où avec Hamza, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on
on aurait tendance à angler plus, on va dire, sur l'aspect McLaren et la performance avec ce package évolutif. Et toi, c'est vrai que tu insistes beaucoup sur Norris. C'est intéressant, c'est pour ça que les pistonnets existent. Moi, je trouve qu'il y a un truc symbolique aussi, les gars, c'est que McLaren vient de mettre une gifle à Red Bull sur un tracé où par le passé, McLaren n'a pas eu beaucoup de bons résultats, là où Red Bull était plutôt souveraine par rapport notamment aux caractéristiques de sa voiture, aux qualités de sa Invaincu. voiture, et complètement invaincu. Et je trouve que ça rajoute quelque chose aussi également dans l'impression. Dans l'impression, il y a quelqu'un aussi qui a fait forte impression, surtout à la fin de cette course, c'est Verstappen père, le papa de Max Verstappen, Jos Verstappen, qui a jeté un véritable pavé dans la mare et qui a montré aussi un peu peut-être ce qui est l'inquiétude du clan Verstappen. Jos Verstappen, il dit plus de 20 secondes, c'est une énorme déception, mais ce n'est pas surprenant quand on fait de la rétro-ingénierie sur la voiture. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais je le fais quand même. Le fait qu'il faille revenir à la voiture du début de l'année en dit long. Ils n'ont tout simplement pas fait ce qu'il faut en ce moment. L'équipe s'est trompée à plusieurs reprises. En interne, ils devraient se regarder dans un miroir et ne pas toujours tout édulcorer. Il est temps, s'il n'est pas déjà trop tard, de se remettre en question. Les bons éléments quittent l'équipe. Je suis très malheureux de ce qui se passe car Max ne peut pas être heureux avec une telle voiture. Maintenant, c'est à Horner de remettre l'équipe sur les rails. Je serais surpris qu'il y parvienne. Beaucoup de choses doivent passer pour cela. Tout l'esprit doit changer. De cette façon, ça va être vraiment difficile pour le reste de l'année. Max fait tout ce qu'il peut, mais il n'a pas le matériel. C'était déjà exceptionnel qu'il termine deuxième. C'est de la mauvaise foi, les gars, il en rajoute, Jos Verstappen, ou ça peut ressembler à une réalité au sein de chez Red Bull aujourd'hui? Tout ce qu'il pourra faire pour détruire Christian Horner, il le fera. Donc là-dessus, je suis pas sûr qu'il faille accorder quelconque importance là-dessus, sachant qu'en plus la fuite des cerveaux dans une écurie dominante, c'est arrivé de tout temps, parce que justement, on met des paquets d'argent pour essayer de récupérer ceux qui ont pondu justement les victoires. Donc non, la Jos Verstappen, en fait, dès qu'il peut mettre un tir à Christian Horner, il le fait. Je ne sais pas si on peut vraiment garder quelque chose de cela, si ce n'est le fait que La rétro-ingénierie. de révéler la rétro-ingénierie, de Eh oui, révéler le fait qu'on revient en arrière. Mais bon, c'est pas comme si on ne le savait pas, en fait. Enfin, on s'en rend compte que Red Bull patine depuis ses évolutions amenées. C'était quand? C'était avant Silverstone, non? Miami. Miami. Ah non, pardon, Miami excuse-moi, et que. j'étais sur Non, McLaren, excuse-moi, désolé. Oui, Silverstone. je crois que c'était un petit peu. Il me semble s'ils n'ont pas amené un petit truc avant, mais bref. Mais tout ça pour dire que oui, là, il patine, ça ne fonctionne pas. Mais bon, enfin, Jos Verstappen, je n'accorderai pas beaucoup de crédit, en tout cas, à sa communication. Je ne suis pas toi, Hamza, mais j'imagine que tu es d'accord. Oui. Ok. Avançons alors sur le concept de la remontada, les gars. Andrea Stella a eu une déclaration assez intéressante. Il dit: le championnat des constructeurs, on le jouait déjà avant cet événement. Concernant le championnat des pilotes, nous voulions absolument garder la tête froide et nous concentrer sur le fait que c'était possible. Écoutez bien la phrase qui suit. Nous avons même discuté et regardé ce que Vettel a fait en 2013 et nous nous sommes dit que nous pourrions faire la même chose. Pourquoi pas? Nous devons rester concentrés. Nous devons penser que c'est possible. Même après la Hongrie, nous avons dit qu'on ne ferait pas le doublé à chaque course et ce n'est pas le cas. Cela semble juste très dépendant de la piste pour le moment, mais cette course a définitivement dépassé les attentes, y compris en termes de performance en qualification, en termes de performance en course. Les gars, est-ce qu'on peut assister à ce qui s'était passé notamment en 2013 avec la remontada de Sébastien Vettel qui est pris en exemple par Andrea Stella? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, est-ce que cette performance peut être une sorte d'épiphénomène dans cette deuxième partie de saison, puisque Andrea Stella se cache un petit peu derrière une typologie de circuit qui semble les favoriser. On a vu notamment que la traction de la McLaren avait fait toute la différence dans l'exercice de la qualification. Sur ta première question, moi j'aurais quand même tendance, je vois une enflammade généralisée sur les réseaux sociaux, je vois une enflammade sur le compte Twitter de la F1 où on poste des photos statement, chose que je n'avais pas vue ces dernières années sur les différentes victoires d'autres pilotes. Je note une enflammade, forcément, bah, j'imagine au Royaume-Uni, parce que bah, c'est une nouvelle chance de titre pour un pilote britannique, donc ça je peux l'entendre. C'est vrai que ça manquait, hein. Je pense qu'il va quand même un peu falloir se calmer sur la course au titre, parce que il y a 70 points. Et à entendre les commentaires, alors soit je suis totalement déconnecté de la réalité d'un championnat du monde de Formule 1, soit je pense être un peu dans le vrai quand même. Mais 70 points, enfin, c'est pas 12 points, quoi. 70 points, il reste 9 courses, certes, mais on parle d'un pilote qui restait sur une série en ayant la meilleure voiture sur la période, et c'est Norris lui-même qui le dit. En moyenne, on a la meilleure voiture sur cette saison 2024. On a un pilote qui vient de signer seulement sa deuxième victoire de la saison. Je ne vais pas parler de carrière, juste de la saison. On parle d'un pilote qui restait sur 8 courses sans victoire.
Moi, aujourd'hui, je sais désormais que Norris est capable de gagner des courses. Ça, je le sais. Est-il capable de régulièrement gagner des courses pour lutter pour un championnat du monde de Formule 1? Ça, il ne me l'a pas encore montré. Non, mais celle-ci, il t'a montré qu'il l'a gagné froidement quand même, hein, par rapport aux deux, par rapport à l'autre, par rapport à ses opportunités de victoire avant. Et encore une fois, il faut que ça se répète, et je suis d'accord avec toi. Celle-ci, elle est quand même, elle fait plus peur, je trouve. T'as pas ce sentiment au sortir de Zandvoort qu'il a gagné différemment, qu'il n'a pas gagné avec un Oui, coup de oui, mais chance, en fait, qu'il n'a pas perdu à cause d'une faille mentale. Tu vois, je n'ai pas la certitude que cela se reproduira ou non, en Ah, fait. bien Parce que sûr, mais on parle d'aujourd'hui d'un pilote, Lando Norris, qui, bon, je ne vais pas revenir sur ses nombreuses limites que j'ai pu lui accorder par le passé, mais la priorité des priorités, si tu veux considérer Norris comme étant un prétendant pour le titre mondial, avant de parler de bon, forcément McLaren, parce que c'est McLaren qui lui fournit le matériel, pensez-vous qu'il est capable de gagner les 9 dernières courses? Pensez-vous qu'il est capable de faire ce que Vettel a fait? Moi, aujourd'hui, il ne m'a pas montré. Il en est peut-être capable, mais il ne me l'a pas montré. Je n'ai aucune garantie, je n'ai aucune certitude qui vont me faire dire Norris, il est capable de tout écraser sur la fin de la saison. Et après, selon les résultats du coéquipier Oscar Piastri, selon les résultats d'Hamilton, de Russell qui vont pouvoir shipper ou non des points à Max Verstappen, après on verra, on fera les comptes à la fin. Mais quand à 9 courses de la fin, on a passé le cap de la mi-saison, je me retrouve à entendre Norris a relancé le championnat. Norris, il y a 70 points d'écart. Alors Alex, à moins qu'on ait un scénario, ce qui peut très bien arriver parce que c'est le sport mécanique, mais à moins qu'on ait un scénario d'un 25-0 parce que tu as un Verstappen qui abandonne Malaisie 2016, Hamilton Rosberg, casse moteur, ça peut arriver, ou un crash, ou un accident, ce que vous voulez. Verstappen abandonne et on se retrouve avant ou après Singapour à 35-40 points de retard. Là, on commence, là je serai le premier à commencer à me dire, ok, il reste 6-7 courses, 40 points, c'est remontable. Mais là, excusez-moi, 70 et, points, 9 courses, sachant que sur les 8 dernières courses, le post-Miami, donc depuis Imola, on a eu 0 victoire. Donc là, la première victoire, pardon, une victoire pour Lando Norris, pardon. Sur un laps de temps, on a vu la meilleure voiture, elle était chez McLaren. Sur ce classement championnat du monde depuis Imola, le numéro 1, c'est Verstappen, c'est pas Norris. Ça veut dire que tout à l'heure, Brice, tu évoquais justement du côté de Verstappen le fait de devoir gérer les temps faibles de manière optimale. Il l'a toujours fait. Il l'a toujours fait. Il a signé les deuxièmes ou les troisièmes places. Donc, Mais depuis est-ce que ça sera 3 mois, suffisant maintenant? Si Norris chope cette régularité, est-ce que ça sera suffisant? Parce que aujourd'hui, là, on a eu un trompe-l'œil quand même avec le départ. Comment? c'est un énorme si Norris chope cette Mais régularité. oui, non, mais attends, on a eu un trompe-l'œil là, c'est que Piastri ne fait pas deuxième. Mais en l'occurrence, la voiture d'Oscar Piastri lui permet et doit lui permettre de faire deuxième. Et à partir de là, c'est quand même pas la même limonade s'il y a doublé, doublé, doublé. Je te dis ça parce que normalement, la McLaren est réellement au-dessus, à minima sur ce circuit de Zandvoort. Et tu disais, si à Singapour, après Singapour, on a 40 points d'écart, je reverrai mon changement, ma vision. Oui, mais en tout cas, s'il y a un et 2, encore une fois, c'est un si, je suis d'accord avec toi. Beaucoup de Mais si. s'il y a un et 2 Norris Verstappen après Singapour, il y a 40 points. La vérité, elle est là. Donc, il y a 7 ou 8 points à gratter à chaque fois pour Norris. En soi, ça n'est pas si injouable que ça. Surtout, encore une fois, je ne te dis pas que c'est ce qu'il a montré là qui te dit que c'est parfait. Je te dis juste que la McLaren en l'état ne lui oblige plus à être exactement nickel parfait sous tous les angles pour gagner la course. La preuve, il ne l'a pas été ce week-end nickel parfait. Il a raté son départ. Son tour de qualification peut peut-être être encore un peu meilleur. Et au niveau de la course, je ne suis pas sûr qu'on ait tout géré de façon optimale chez McLaren. J'en veux pourquoi ce qu'on a fait avec Piastri. Donc chez McLaren, on n'a pas tout géré bien. Et pour autant, on gagne avec 23 secondes d'avance. C'est ça qui, pour le coup, pour moi, rend les choses très faisables. Très faisables parce que les circuits qui arrivent aussi, pour Verstappen, ce n'est pas forcément des choses qui vont avantager la Red Bull. Et il y a des choses qui vont avantager Mercedes parce que Mercedes est dans le coup de la Red Bull. Donc, il y a des temps faibles qui vont avoir à être gérés. Mais jusque-là, Mercedes n'était pas revenu avant l'été, je parle. L'été, effectivement, Mercedes est revenu. Mais avant l'été, il n'y avait que Verstappen et Norris pour se battre. Et un peu Leclerc sur, on va dire, le printemps et jusqu'à Monaco. Mais là, maintenant qu'il y a tout le monde, Verstappen, quand il aura un temps faible,
c'est peut-être pas 2 places qu'il va perdre ou une place qu'il va perdre, c'est peut-être 6. Mais Alors que la peut-être que Norris McLaren sera pas aujourd'hui, là. elle semble. Mais Norris, c'est pareil, mais la différence, c'est qu'il a le package pour ne pas perdre ces places-là. Aujourd'hui. Quand il... Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, c'est quand même la trajectoire la plus ascendante qu'on ait chez McLaren. Ce que je veux dire, je ne te dis pas qu'il est favori au championnat, je te dis que de l'ordre de l'improbable, le fait qu'il remonte au championnat, c'est devenu jouable et entre ses mains Hmm. aujourd'hui, je trouve, Mais en c'est, l'état actuel des choses. en fait, ça s'en dit long sur, je trouve, l'impression de cette victoire de McLaren et de Lando Norris. Parce que comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mine de rien, Max Verstappen sécurise les points alors qu'il n'a pas la meilleure voiture et finit deuxième. Il y a 70 points d'écart. Mais la victoire est tellement forte qu'on aimerait y voir des signes de remontada. Et quand je dis on aimerait voir des signes de remontada, c'est on aimerait avoir une lutte jusqu'au bout, bien sûr, dans ce championnat. On verra en tout cas ce que ça donnera. Ça va être super intéressant. Mais en effet, oui, vas-y. Pour clore sur ce chapitre du championnat, moi, ce qui m'a montré à Zandvoort, encore une fois, c'est un pilote capable de gagner une course. Moi, Hmm. j'attends de voir le pilote capable de gagner plusieurs courses consécutives et de mettre un vrai signal sur le championnat. Tout à l'heure, je parlais de la stat depuis Imola. Depuis Imola, Verstappen, il a pris 17 points de plus que Norris. Depuis Imola pardon, McLaren a pris 85 points de plus que Red Bull. Depuis Imola, Red Bull, c'est même pas la deuxième, c'est la troisième force au championnat. Exactement. Tu fais bien de rappeler ces chiffres et on rappellera aussi que Norris est toujours maître de son destin puisqu'on rappelle que même si Max Verstappen termine deuxième jusqu'à la fin de la saison, si par exemple Lando Norris, mais bon, c'est des énormes si, venait à gagner toutes les courses, faire tous les meilleurs tours et prendre tous les points sprint, il serait champion du monde. Sachant que sur les sprints, petit avantage à Verstappen quand même, puisque c'est sur les médiums, et sur les médiums, la Red Bull est C'est toujours vrai. meilleure. Mais les coups de 8 points comme ça, pour le moment, ça passe. Encore une fois, c'est très mathématique et très modèle robotique. Mais en attendant, il n'y a rien d'infaisable à tout ça. Mais moi, j'ai hâte de voir. Juste, je me dis, c'est jouable, c'est possible. Maintenant, Hamza est froid sur un truc et il a raison. C'est que pour le moment, il y a un mec qui a enfilé 61 victoires et qui nous a montré qu'il était une machine. Lando Norris, pour le moment, reste un être humain qu'on n'a pas vu prouver effectivement une domination sur plusieurs tracés, plusieurs moments, etc., etc. Deuxième enseignement de ce débrief du Grand Prix des Pays-Bas, les gars, on va parler de Ferrari. C'est presque la belle surprise du week-end. Ferrari qui était à 9 dixièmes des meilleurs en qualification, qui a montré un rythme bluffant en course dimanche, alors que rien n'a été changé en termes de réglage entre les deux sessions. Un deuxième podium consécutif pour Leclerc qui se paie le luxe quand même de terminer devant les deux Mercedes, devant les seconds couteaux chez McLaren et Red Bull grâce à une stratégie aussi bien aiguisée. On rappelle undercut sur Russell, undercut sur Piastri aussi, et la belle défense en fin de course pour contenir l'Australien. La belle remontée aussi de Carlos Sainz, éliminé en Q2, qui va chercher une belle cinquième place grâce à une belle optimisation aussi de son rythme et de la stratégie. Mine de rien, on dit que Ferrari est en retrait, les gars, depuis plusieurs semaines. Mais à quelques jours de son Grand Prix à domicile, la Scuderia maximise ses gains et pointe en vrai qu'à 34 points de McLaren aujourd'hui. Oui, alors, il y a quand même tout ce début de saison où Ferrari a engrangé beaucoup de points. Ils prennent énormément de points aussi à Monaco sur un truc assez atypique où la dynamique, elle n'est pas dans ce sens-là. La dynamique, elle est plus à regarder où est Mercedes. Et là, et sur ce Grand Prix, Ferrari a fait une bonne opération dans le fait de limiter le retour de Mercedes, qui est quand même encore à un tout petit peu moins de 100 points sur 9 courses restantes, effectivement, gratter des points sur Mercedes à ce moment-là pour conserver la troisième place. Je pense que c'est plus ça qui est important à l'heure actuelle, vu que sur le développement, on n'a toujours pas trouvé ce qui se passe. Et la preuve, c'est que le résultat de Charles Leclerc et de Carlos Sainz sur ce week-end, il n'est pas encore compris de la part de Ferrari. Alors, qu'est-ce que Ferrari a maîtrisé ce week-end? Sa stratégie. Au niveau de Charles Leclerc, maestria d'undercut pour aller chercher George Russell et Oscar Piastri. Pour moi, enfin, j'ai trouvé Ferrari proactif dans le bon sens, parce qu'ils ont été longtemps proactifs dans le mauvais sens dernièrement, notamment au Canada, où on a toujours mis les mauvais pneus à tous les moments. Là, c'était nickel. Et après, sur la gestion des gommes, notamment sur les pneumatiques hard de Charles Leclerc, qui a roulé largement en dessous de son rythme jusqu'au retour d'Oscar Piastri, il a piégé Oscar Piastri, Charles Leclerc, en faisant ça. Il l'a laissé revenir pour le laisser surchauffer ses gommes. Et au moment où lui a accéléré après, il a dit qu'il a gagné 4 à 5 dixièmes au moment où Piastri est revenu dans ses échappements. Il a accéléré le rythme. On le sait, depuis le Japon, la Ferrari est économe en gomme. Et du coup, bon, il a réussi à conserver ses pneumatiques hard jusqu'au bout. Mais par contre, Oscar Piastri, lui, n'a fait que surchauffer. Et il a réussi à construire son podium de cette manière. Pour une monoplace
qui est à 9 dixièmes en qualification. Alors, 9 dixièmes de Norris, il n'est pas à 9 dixièmes de Verstappen ni de Piastri. On est d'accord, il a 4, 5, 6 dixièmes, mais quand même, ça reste énorme. Aller faire un podium, Carlos Sainz qui ne passe pas Q2, aller faire une 5e place, se retrouver dans cette position-là, en lieu et place d'une Mercedes qui a fait l'inverse en termes de stratégie et qui s'est complètement ratée, notamment au niveau de George Russell, ça, c'est une optimisation. Et mine de rien, avec le tapis vert qu'il y a eu à Spa avec George Russell, c'est le 2e podium consécutif pour Charles Leclerc. Donc, avec une monoplace qui n'est pas bonne, qui n'est pas là à la lutte, qui n'est pas là pour la victoire, terminer à 3 secondes de Max Verstappen et terminer 2 fois de suite sur le podium, c'est optimisé. Et c'est bien dommage que Charles Leclerc nous montre ça maintenant qu'il a une monoplace qui ne marche pas. Parce que quand il a une monoplace qui marche, purée, on a envie de le voir à la lutte justement avec Lando Norris et Max Verstappen maintenant. C'est bon. Il l'a pris, la maturité, c'est bon. Mais du coup, ça laisse une frustration de la machine parce que sur l'exécution, ce week-end, enfin dimanche, ils m'ont autant impressionné que Norris presque par rapport à la machine. Hamza, il y a quelque chose qui est assez étonnant et je te lance tout de suite là-dessus. Charles Leclerc dit qu'en fait, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ils ont ce niveau de performance. Charles Leclerc, il dit c'est sur ce genre de choses que nous devons travailler. Je pense qu'autant nous analysons toutes les mauvaises surprises que nous avons au cours d'une saison, autant nous devons comprendre quand nous faisons quelque chose de bien. Pour l'instant, je ne pense pas qu'en tant qu'équipe, nous ayons l'explication. C'est donc un excellent résultat. Je suis très heureux de monter sur le podium et je pense que c'est une très bonne surprise. Cependant, nous devons comprendre afin d'être plus souvent à notre meilleur niveau. Elle est presque délirante, cette déclaration. Et comme toujours en Formule 1, à partir du moment où tu ne joues pas immédiatement un championnat du monde, parce que Ferrari, historiquement, ce qui intéresse Ferrari, c'est gagner et donc des victoires ou des championnats. Effectivement, le plus important, c'est de comprendre pour pouvoir avoir une base un peu plus saine pour la construction de l'avenir. C'est ce qu'a montré Ferrari ces dernières années, enfin, cette dernière année et demie, enfin, ces derniers 18 derniers mois avec Fred Vasseur. Là, effectivement, ça devient un peu plus compliqué. C'est une bonne surprise, mais comptablement, si tu veux, le potentiel maximal a été atteint. Je ne vois pas ce qu'aurait pu faire de mieux Ferrari sur ce Grand Prix et sur même ce week-end de course. Peut-être ont-ils été aidés, effectivement, parce qu'il s'est passé avec le 2e arrêt de George Russell. Mais sincèrement, je ne sais pas trop quoi en penser. Il y aura de nouvelles évolutions qui vont arriver à Monza. Donc finalement, tout ce que l'on va dire maintenant, tout ce que l'on a vu à Zandvoort sera probablement rebattu à Monza, positivement ou négativement. Là aussi, c'est la principale interrogation. Après, Carlos Sainz, à Zandvoort, ça lui a toujours souri, je crois, parce qu'il me semble qu'il a toujours fait top 5 à Zandvoort. Donc là aussi, le facteur piste, est-ce qu'il a aidé un Carlos Sainz à aller accrocher ce bon résultat? Oui, être dans le rythme ou avoir un rythme peut-être légèrement supérieur à celui de Max Verstappen en fin de course, mais pareil, Verstappen, il était tellement loin de Lando Norris. Peut-être était-il aussi en train de gérer. Ce que je note, et ça on l'a vu par contre, et je rejoins Brice, c'est la gestion de la lutte avec Piastri pour Leclerc. D'un coup d'un seul, il est capable de hausser son rythme avec des pneumatiques dures plus usées d'une dizaine de tours. Maintenant, sincèrement, je sors de zone. Enfin, j'étais un peu dans le flou en arrivant à Zandvoort avec Ferrari. Je sors de Zandvoort, bah, je suis encore dans le flou, quoi. Oui, Comme parce qu'en Charles, fait, comme Charles Leclerc. l'objectif est de limiter la casse. L'objectif, c'est de limiter la casse. À l'heure actuelle, à partir du moment où tu ne comprends pas et que tu n'as pas un axe de développement très clair, parce que justement, tu ne comprends pas, la seule chose à faire, c'est de comptablement regarder comment tu t'en sors. Et au final, comptablement, tu t'en es sorti largement vainqueur par rapport à Mercedes. Tu mets un point de moins que Red Bull. Pour le coup, c'est une réussite à partir du moment où dans le développement, tu n'es pas encore là. Bon, Ils le savent. Ils ont lâché là, à ce niveau-là en termes ils ne peuvent pas suivre McLaren et Red Bull à l'heure actuelle. Ouais, mais je vais Donc, prendre un exemple à l'extrême, vraiment à l'extrême. Mais j'aurais préféré que Ferrari fasse ce qu'a fait Mercedes en Hongrie, disqualification. Mais tu vois, voilà, tu comprends pourquoi la voiture fonctionne, que ah jouer oui, au calcul d'épicier. Ah, mais je perds un point, j'en récupère 10 sur l'autre, sans savoir. Encore une fois, c'est ça la principale interrogation. Évidemment, il y aura des évolutions à Monza mais je ne sais pas pourquoi c'est positif. Donc, si je ne sais pas pourquoi c'est positif, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas forcément positif. on vous l'avait dit, on est à quelques jours d'un Grand Prix de Monza qui va être important. C'est un rendez-vous toujours important pour Ferrari. Là, tu l'as dit, Hamza, il va y avoir un nouveau package d'évolution qui va arriver. Fred Vasseur, justement, s'est entretenu là-dessus. Il dit on est tous dans un processus de développement de la voiture et tout
toutes les 4 ou 5 courses, on essaye d'amener un pas en avant. Aujourd'hui, c'est tellement serré qu'on termine à 4 secondes de max, c'est un dixième à peu près au tour. Alors, tu as bien sûr expliqué qu'on ne sait pas comment a géré Max Verstappen sa fin de course. Il rajoute Frédéric Vasseur, McLaren a fait un bon pas en avant avec ses évolutions. À nous de faire pareil la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut dire que le Grand Prix, le week-end justement du côté de Monza, il sera déjà décisif dans la fin de saison de Ferrari avec ce nouveau package? Rien de décisif. Sincèrement, rien de décisif. Aujourd'hui, ça évolue tellement vite pour 4 écuries. Encore une fois, 4 écuries. Même si Ferrari fait un pas de géant à Monza et qu'il s'agissait éventuellement, j'en sais rien, mais qu'il s'agissait éventuellement de la dernière évolution, ça peut aussi avancer chez les autres. Donc non, il n'y aura rien de décisif à Monza. Par contre, si Ferrari va dans le mauvais sens, apporte des évolutions qui les font rétrograder, j'allais dire au niveau d'Aston Martin ou de Alpine, peut-être pas, mais juste conserver cette P7, P8 avec un monde d'écart avec McLaren, avec Mercedes et avec Red Bull, ce serait décisif dans le mauvais sens si tu veux. Allez, je veux t'accorder ça si tu veux, Manu, mais si c'est prometteur, il n'y aura rien de décisif pour la fin de saison. Et encore que Monza met pas en avant les qualités de cette SF24 là, quoi. C'est-à-dire que on l'a vu, elle est quand même mieux sur les virages lents, elle est quand même mieux sur la façon dont elle pivote et justement elle switch de virage en virage sur les virages lents. C'est pas Monza qui va te mettre en avant à ce niveau-là. Donc même s'il y a des évolutions, la base de la voiture reste quand même la même. Il faut essayer, certes gommer ce qui va pas, mais là par exemple on est loin de ce qu'a pu faire McLaren en termes de vitesse de pointe pour le moment. Il y a des choses à comprendre. Donc, tant qu'ils n'ont pas compris ce qui ne va pas, effectivement, et qu'est-ce qu'ils peuvent réellement régler, il va y avoir des essais, des choses qui vont être faites. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille s'attendre à des choses drastiques pour le moment, parce que sinon, ils ne sauront toujours pas pourquoi, quelque part. Ils le disent eux-mêmes, hein, ce n'est pas moi qui invente, ce n'est pas moi qui est en train de dire, ils ne comprennent pas. Donc, Monza ne serait pas forcément le circuit où je me dirais que Ferrari va dans le bon sens. Par contre, si à Singapour, ils reviennent dans une lutte telle qu'ils étaient à Monaco et qu'on pensait qu'ils seraient du côté de la Hongrie et qu'ils n'ont pas été, là, peut-être que effectivement, je commencerai à me dire, ah, Ferrari va dans le bon sens, parce que Singapour, depuis quelques années, c'est quand même l'endroit où ils font la performance qu'ils doivent faire. Je pense à Carlos Sainz, mais également à l'époque Vettel, quand Hamilton dominait tout, c'était là que Ferrari était présent. Donc c'est dans trois courses, dans deux courses, pardon. Oui, Monza et Bakou après. On verra à ce moment-là, mais de toute façon, comme l'a dit Hamza, c'est tellement serré que rien n'est décisif. Surtout que Ferrari, enfin, ce qui est décisif, c'est les mauvaises évolutions qui vont te faire perdre l'accès au titre. Mais Ferrari n'est plus dans cette lutte. Hmm. Donc, je pense pas que ce soit décisif. Alors, on va tout de suite switcher. Si ça ne sera pas décisif, on regardera ce qui se passera du côté de Monza et on va switcher sur le troisième enseignement. Parlons de Pierre Gasly, parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Pierre Gasly cette saison. On en a parlé lorsqu'Alpine était dans le trou, on en a parlé lorsqu'il y a eu des brouilles avec Esteban Ocon. Et Pierre Gasly, il a été impressionnant, moi je le trouve en tout cas ce week-end. Décidément même, Pierre Gasly aime Zandvoort, parce qu'on rappelle qu'il était sur le podium l'an dernier. 9e place cette saison, mais cette 9e place et l'ensemble de son week-end prendrait presque des airs de victoire au regard notamment de ce qu'est la saison d'Alpine. C'est lui le meilleur des autres ce week-end. Il y a cette qualification bluffante où il accroche Q3 en même temps que son coéquipier Esteban Ocon sombrait en Q1. Le départ exceptionnel où il fait l'extérieur, notamment Alonso, où il prend la 7e place. La bataille folle avec Albon et Hülkenberg qui lui permet de rentrer dans les points malgré un arrêt raté. D'ailleurs, c'était pas Albon, pas Hülkenberg, pardon, mais Magnussen Magnussen. qui lui permet de rentrer dans les points malgré cet arrêt un peu raté, un peu cafouillé chez Alpine. Et voilà, la remontée aussi sur Hülkenberg pour aller prendre 2 points et la 9e place. Du Gasly taille patron, c'est ça qui m'a plu, moi, je trouve, dans ce week-end. Alors que Alpine a un nouveau team principal, on rappelle qu'Oliver Hawks a commencé ce week-end, et qu'il connaît aussi bien l'identité de son prochain coéquipier, qui sera Jack Doohan la saison prochaine. Impossible de critiquer Pierre Gasly. Moi, c'est une des rares fois où je le vois aussi leader, en tout cas au sein de cette écurie Alpine ce week-end. Euh, je vais dire quelque chose qui, à mon avis, est une unpopular opinion. Mais bon, c'est ce que je pense vraiment. Et ça, je sais que t'aimes bien, Hamza, quand on pense pas de la même manière que Ah bah oui, moi. bah écoute, là je me suis redressé Là, carrément. j'ai réveillé ton intérêt plus qu'en parlant de Charles Leclerc, visiblement. Euh, je trouve que l'annonce du départ d'Esteban Ocon a officialisé enfin la présence de Pierre Gasly chez Alpine en tant qu'un leader et en tant que c'est mon écurie, c'est bon, ok, c'est bon.
Il n'y a plus Esteban, c'est mon écurie. L'attitude qu'il a, alors évidemment, elle dénote avec celle d'Ocon, qui, de façon naturelle, on n'a plus rien à foutre, et c'est logique, puisqu'il a tout donné et qu'il est rincé de cette écurie. Mais la présence qu'a maintenant Pierre Gasly de tête d'affiche de je vais représenter la communication de mon écurie, aussi bonne ou mauvaise soit-elle, hein, et les performances en piste, de fait de vraiment aller essayer de tirer vraiment cette quintessence, une quintessence d'un tracteur, mais une quintessence quand même, quoi. Au bout d'un moment, un tracteur, s'il va 31 à l'heure, c'est mieux que 30. Euh, et justement, de magnifier ça par quelques points à Zandvoort qui n'ont pas été faciles à aller chercher parce que aller prendre cette Q3 n'était pas suffisant. On aurait pu dire que c'est justement, comme à Monaco, tu fais septième, tu vas terminer 7 ou 8 en course, terminé. Là, il a dû se battre en piste. La manière dont il a défendu sur une Ferrari, pas une Haas ou une Aston Martin qui joue dans sa ligue, une Ferrari avec Carlos Sainz, la propreté de ce move comparé à Carlos Sainz qui est toujours un peu cracra quand il s'y met et qui essaye un peu de te faire manger la poussière. La propreté de ce qu'il a fait justement avec Albon et Magnussen. La propreté derrière à l'extérieur sur Hülkenberg. C'est le Gasly d'AlphaTauri leader. C'est le Gasly de 2020, ça. Et ce Gasly-là, on disait, mais moi je disais même que on le trouvait un peu devenu pédant, un peu sur ses acquis. Et depuis qu'il est arrivé chez Alpine, dans une posture qui ne lui convient pas, visiblement ce qui lui convient, c'est de l'idée. Et ben, depuis quelques grands prix, je trouve que ça se sent. Et sur ce Grand Prix de Zandvoort, ça s'est vu en piste. Et là, pour le coup, bah, purée, c'est vraiment le Gasly que j'ai envie de voir. Parce que on peut aimer son comportement hors piste, on peut ne pas aimer ça, tout ce que vous voulez. En attendant, si être un leader et être justement convaincu de son talent rend comme ça en piste à Zandvoort, bah purée, je veux ça en fait. Mettez-lui un second pilote et laissez-le pleinement s'épanouir en tant que premier pilote à la rigueur. Parce que ce qu'il a fait là, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu, je trouve, chez Pierre Gasly. Hamza, ton avis sur le week-end de Il s'est Gasly? remis derrière, Alors, ça l'a alors déçu. d'ailleurs, je tiens à dire un truc. Tu as parlé de peut-être, enfin, tu as laissé sous-entendre un manque d'application d'Esteban Ocon. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé sur la voiture d'Esteban Ocon ce week-end parce que le delta entre les deux autos est J'ai presque, pas sous-entendu ça, j'ai dit que ça presque se voit la étonnant. différence. Ça se voit la Ouais, différence du ouais, mec qui va complètement. partir, mais c'est normal, hein. Mais du mec qui Complètement. va partir et du mec qui, justement, non pas qu'il reste, c'est pas qu'il reste, c'est qu'en fait, tu as l'impression qu'il a gagné la bataille, tu sais, Mm, eh ben, c'est à moi maintenant, l'écurie. mm. Tu vois, Ouais, c'est un peu différent. Mais encore une fois, c'est du ressenti. ouais, complètement. Hamza, ton avis sur le week-end de Pierre Gasly? Gasly le magnifique. Le retour de Gasly le magnifique. On a Oui, poncé bah, ce c'est titre. triste de réutiliser ce titre pour une neuvième place. Du C'est vrai. coup, voilà, on espère pouvoir le réutiliser pour un podium ou encore mieux, pourquoi pas. Mais non, je vois ce que veut dire Brice sur l'aspect, mais encore une fois, c'est vrai, il a raison de conclure par ce biais-là. Ça reste un ressenti. Nous, on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il peut ressentir, les relations entre eux. Mais c'est vrai, peut-être que depuis une certaine annonce, depuis que l'on a fait comprendre du coup que c'est lui qui aurait le leadership au sein de cette structure. Après, était-ce aussi le plan principal d'Alpine à l'époque où on entendait Carlos Sainz courtiser? Enfin, voilà, je sais pas trop. Faut démêler un peu le vrai du faux. Maintenant, pour revenir sur sa performance à Zandvoort, très solide à partir du moment. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais oui, tu te qualifies en Q3. Certes, tu es aidé par l'absence de certains gros calibres. Tu as Albon qui est disqualifié. Le départ, faut quand même le réaliser. Et il fait un super départ face à Stroll et face à Alonso, d'ailleurs, Alonso. les deux pilotes Aston Martin. Voilà, après, encore une fois, on est dans une Formule 1 aujourd'hui de rythme, dans le sens où si avec une voiture moins bonne, tu parviens à rester un peu dans le sillage du top 8 pilote ou top 4 écurie, euh, tu peux mine de rien réussir à t'en sortir sur une course. Tu peux réussir à faire une toute petite différence en l'espace de 5 ou 10 tours. Et cette petite différence sur 15% du Grand Prix te permettra d'avoir un matelas confortable et suffisant pour verrouiller des points, pour sécuriser une avance face à toute une clique derrière qui était potentiellement, parce que ça a encore été le cas, gêné par un Kevin Magnussen qui, voilà, bon, après, chacun pensera ce qu'il veut de son comportement, mais
Je pense notamment à la radio d'Alex Albon. Mais ouais, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est, oui, être positif à son égard. Maintenant, j'attends de voir, il faut encore confirmer. Est-ce que Alpine va mieux? Oui, ça semble être le cas depuis plusieurs semaines. Maintenant, Alpine aujourd'hui se bat pour quoi? Aller chercher As, peut-être. Ouais, Remonter, je pense, remonter. je pense qu'Alpine se bat pour conserver le projet et pour essayer de tenter de nouvelles choses l'année prochaine, mais de ne pas le faire sombrer dès cette année. Il y a des ingénieurs à maintenir impliqués, il y a des pilotes à maintenir impliqués, et je pense que c'est pas pour rien aussi qu'on prend un jeune pilote, parce que c'est plus facile d'impliquer un jeune pilote que quelqu'un qui sera en fin de carrière et qui du coup rejoindrait. Par exemple, pourquoi on a choisi Jack Doohan plus qu'un Valtteri Bottas qui a de l'expérience et qui pourrait amener un bagage technique? Bah, peut-être parce que justement on a besoin d'impliquer des gens dans un projet et que ce projet-là aujourd'hui, il ne va attirer que le bas, en fait. Donc, pour le coup, je pense qu'on a besoin, pendant cette transition-là, et surtout avec Scamen Flavio Briatore et peut-être le moteur Mercedes, on a besoin que le navire qui prend l'eau de tous les côtés ne sombre pas complètement. Et en l'occurrence, bah, si tu as un Pierre Gasly surmotivé par le fait de reprendre les rênes de cette équipe, peut-être que ça maintient un peu plus le bateau dans l'eau, en sachant qu'en début de saison, on disait carrément l'inverse, parce que Esteban Ocon, lui, maintenait le bateau dans l'eau. C'est à partir du moment où justement il a su qu'il pouvait partir, que peut-être il s'est remis non pas à surperformer, mais à performer à la hauteur de l'Alpine. Il l'a dit lui-même, et Gasly l'a dit aussi, l'Alpine, à partir du moment où elle a été posée sur le goudron ce week-end, a été incompréhensiblement mauvaise tout du long. Et pour autant, il y en a un qui a réussi à en faire quelque chose parce qu'il est dans le projet. Et l'autre qui a rien réussi à en faire parce que qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Dans tous les cas, de toute façon, je suis chez Komatsu dans 6 mois. Donc à partir de là, c'est bon. Mais en attendant, du coup, Gasly a amené ce supplément-là moi que j'attendais plus, vraiment que j'attendais plus, Clairement. que j'avais cru un peu mort et un petit peu juste scripté et paraffé dans les colonnes de l'équipe après sa victoire à Monza et après basta. Et en fait, là, bah, je me rends compte qu'il peut donner ça. Et bah, j'ai envie de voir ça beaucoup plus souvent parce que c'est une sacrée course et une sacrée course de beauté qu'il a fait, Pierre Gasly, pour le coup. Clairement, il y a tout. Moi, je trouve il y a du panache et il y a surtout le fait qu'il a réussi à complètement déjouer la stratégie de Haas. C'est pas rien, mine de rien, parce qu'on rappelle que Magnussen ralentissait pour créer le gap justement pour Nico Hülkenberg qui était dans le top 10. Et à lui tout seul, il a fait déjouer cette strat au talent presque. Ça, je trouve ça assez fort. Tu voulais Oui, il a rajouter fait un les truc bons comme ça? chevaux. Oui, Ouais, ouais, complètement. non, non, mais c'est vrai que je me pose cette question et il l'a justement posé, Brice. Pourquoi est-ce que Valtteri Bottas n'a pas été choisi chez Alors, Alpine? justement, je voulais y venir. Alors, les gars, justement, je voulais y venir tout de suite. C'est une petite relance, puisqu'il n'y a pas de, je ne l'ai pas dit, mais il n'y aura pas d'émission MAG mercredi. Donc, vous voyez qu'il y a 4 mini-débats. On a eu l'officialisation de la titularisation de Jack Doohan pour la saison prochaine. On va écouter très rapidement, c'est promis, notre ami F1 à la loupe qui réagissait justement dans l'émission Pole Position. C'était ce week-end. Et je veux votre avis, bien sûr, juste derrière. Si tu prends Théo Pourchaire, Felipe Drugovich, je pense qu'en termes de performance pure, il me semble qu'il était dans ces eaux-là, qu'il n'avait pas du tout à rougir. Tu prenais l'exemple du championnat 2023. C'est à Auger en 2021, pardon. Et de, Gagne sa, la F3. et de sa deuxième moitié de saison qui était exceptionnelle, effectivement. Il faut rappeler qu'en première moitié de saison, il avait énormément de soucis de frein sur ses monoplaces et que ça l'a empêché de construire un matelas de points suffisamment conséquent pour pouvoir tenir la dragée haute à Théo Pourchaire et à Frédéric Vesti, même si évidemment je ne retire rien à l'exploit qu'ont fait ces deux pilotes devant. Donc en termes de performance pure, j'estime que oui, ça lui permet, ça doit lui permettre d'avoir une chance en Formule 1. Mais évidemment, si tu vois ça au regard des derniers champions du monde de F2, à savoir Felipe Drugovich et Théo Pourchaire, qui n'ont toujours pas de baquet, effectivement, il y a une forme d'injustice. Mais ça, pour moi, cette injustice, elle est totalement compréhensible, mais tu peux pas pointer Jack Doohan. Voilà les amis, pour l'avis de notre ami F1 à la loupe qu'on aime énormément. Ça a été quoi votre réaction sur l'officialisation de Jack Doohan? Pour rien vous cacher, moi je ne comprends pas la plus-value que peut apporter Jack Doohan au projet Alpine. Quand on connaît les pilotes en fin de contrat, tu l'as évoqué Hamza avec peut-être Valtteri Bottas, mais peut-être d'autres, avec la présence sur le marché de champions F2 qui n'ont plus de baquet. Moi, je ne comprends pas bien la nomination de Jack Doohan. Je ne la trouve pas essentielle. Est-ce que vous êtes d'un avis différent ou est-ce que vous rejoignez un peu plus F1 à la loupe, les gars? Ouais, bien managé, quoi. Bien managé. C'est pas ton Ça, c'est manager? c'est vrai que c'est Flavio Briatore, non? Ouais, Le même manager Ah ouais, je qui se crois, hein. retech sur le Larvoto Ouais. à Monaco. Et Non, mais après, Je sais pas son nom. il gère la Formula One Experience aussi, important.
Ah Après, bah, ça va être une sacrée expérience. pour être un peu plus sérieux sur Jack Doohan, moi, je suis heureux déjà de voir un pilote d'une académie promu en F1, déjà. T'as raison. Ça, c'est la première chose. Parce Mais que si c'est pas un peu un trompe-l'œil quand même, ça. non, mais pour les raisons, on peut chipoter sur les raisons, et je suis le premier à le faire. In fine, une écurie de Formule 1 avec une académie place l'un de ses poulains en Formule 1. Et c'est le Voilà. premier, hein. C'est le premier Ça, chez Alpine, hein. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce qu'on voit et on entend des choses à droite et à gauche. On a vu encore là, on parle de Zandvoort, quand sur des essais libres, le pilote qui est Robert placé Schwarzman. par Sauber, c'est Robert Schwarzman et pas Théo Pourchaire et pas Zayn Maloney qui sont deux pilotes de l'académie Sauber. Du coup, enfin, je comprends pas l'intérêt de l'existence d'une académie dans ces cas-là. Donc, que Jack Doohan soit pris, évidemment qu'on aurait certainement voulu voir un Victor à sa place. Peut-être que ça arrivera bientôt, peut-être que ça n'arrivera pas, mais on est obligé de saluer et de louer le choix d'Alpine, de faire confiance à un jeune pilote qui en Formule 2, moi, sincèrement, et je regarde avec beaucoup d'attention ce championnat, m'a jamais impressionné. J'ai jamais quitté une course en me disant waouh, Jack Doohan. Voilà, maintenant, Oh, la fin d'année dernière quand même, hein. il a été régulier. Il y a eu, mais oui, mais après, sur le contenu, tu vois, sa victoire à Spa, c'est une safety Oui, non, car. mais bien sûr. Après, il y a des circonstances. Il a été régulier, il a été performant, mais j'ai jamais eu avec Doohan ce que j'ai pu ressentir avec Piastri. Il n'y a pas ce panache, il y a pas. Mais bon, après Ou tout, avec on n'est Isaac, pas hein. aussi obligé d'être brillant en Formule 2 pour être performant en Formule 1. Donc j'attends de voir, mais je suis content et je retiens, et c'est mon sentiment premier, de voir qu'une écurie fait confiance à un de ces jeunes pilotes. Regarde Verstappen, il a pas brillé en F2. Bah non, il n'a pas eu le temps. Ben oui. Non, parce que Attends, je suis sûr je vais taper Max qu'il peut y Verstappen. avoir des premiers degrés dans les commentaires. Mais il a pas fait la F2. Ah oui, je sais. Non, mais ouais, moi, je te rejoins, Hamza, mais je sais pas, j'ai l'impression que tu as raison dans ce que tu dis, mais j'ai l'impression que on rappelle, c'est le premier pilote de l'Académie Alpine à être promu chez Alpine, mais on a l'impression que c'est des raisons un petit peu extérieures à Alpine qui l'ont emporté. Mais je sais pas, Brice, je sais que tu as donné Bah, un petit peu ton avis dans le pole position, mais si tu peux nous le redonner à pistonner, ça m'intéresse. de la même manière que un pilote Alpine a été promu chez McLaren pour des raisons extérieures. Au final, c'est Mm. encore une fois une raison extérieure. Si Carlos Sainz signe, on n'en parle jamais de Jack Doohan. Il reste à l'usine en train de faire du simulateur et aider l'équipe à progresser. Donc, pour moi, Jack Doohan, la signature de Jack Doohan est un indicateur de la cote d'Alpine sur le marché. Mm. Il y a d'autres pilotes qui auraient voulu le baquer, je pense. Mais bah, oui, il y a Mick Schumacher, bien sûr. Non, non, Il mais y a même des un Bottas, Ah, bien Bottas, et même un sûr. One New j'imagine. il ira chez Alpine. Voilà, Oui, c'est que mais au si final, si le plan A c'était Carlos Sainz, je ne sais pas encore quelle était la hiérarchie, un plan B, un plan C, un plan D, si Doohan c'était le plan B ou le plan Z. In fine, ils auraient pu ne pas choisir Jack Doohan. Et ils l'ont fait. Mhm. ils l'ont fait parce qu'il y a ce test au Castellet où il a été impressionnant justement face à Mick Schumacher. Je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas si compliqué que ça pour des pilotes professionnels d'être impressionnant face à Mick Schumacher, c'est mon avis. Kevin Magnussen est revenu d'une pause et derrière il a tout explosé. On a bien vu que face à Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen il disparaissait. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. Mais en attendant, la promotion de Jack Doohan pour moi est un état de fait. Laurent Rossi avait réussi à cacher l'imbroglio Alonso Piastri en faisant venir Pierre Gasly. Là aujourd'hui, tous les pilotes qui étaient sur le marché possiblement, comme le marché a commencé très tôt, étaient hors cote. Tous ceux qui restaient étaient hors cote, à part Carlos Sainz. Carlos Sainz n'a pas choisi le projet. Pour moi, que tu fasses signer Bottas, qui a de l'expérience, mais qui est sur une pente tellement descendante, Wayne Joe, c'est pareil, Jack Doohan, autant prendre quelqu'un qui va commencer sa carrière et qui aura les dents de faire monter un projet plutôt qu'un pilote en pente descendante ou qui est sur le carreau et qui attend comme un Mick Schumacher. Bon, le choix, il est logique, mais il démontre quand même qu'aujourd'hui, Alpine n'a pas la force de frappe d'avoir le line-up qu'elle veut. C'est une belle opération de communication de mettre un enfant de l'académie. S'ils avaient pu avoir Carlos Sainz, ils auraient mis Carlos Sainz. Exactement. Tu parlais de Bottas, Hamza, avec pas mal d'insistance. Ça se complique pour Valtteri Bottas. On aura l'occasion d'y revenir pour son avenir, en tout cas en Formule 1. On aura l'occasion d'y revenir un peu dans les semaines à venir. Mais il y a certains pilotes pour qui la porte de la sortie, en tout cas, se rapproche grandement. La porte de la sortie, c'est justement le thème de notre quatrième et dernier enseignement. Qui doit remplacer Logan Sargent? Alors, on va surtout parler un petit peu de Williams. Les gars, on aurait pu évoquer d'ailleurs l'erreur de réglage au niveau du fond, du floor de la voiture d'Albon qui a ruiné une course qui aurait
notamment dû leur apporter des points. Mais revenons surtout sur les rumeurs autour de Logan Sargent. A-t-on assisté à son dernier week-end de F1 après un nouveau crash impressionnant en essai libre 3, lui qui ne semble ne plus être protégé, en tout cas par James Walsh, le boss de l'équipe. Je vais vous annoncer plusieurs scénarios. Et en fait, moi, ça aurait été même une très bonne idée, je pense, de débat pour mercredi. J'ai envie de vous demander qui vous souhaitez voir dans le baquet de Logan Sargent si jamais il venait à ne pas finir la saison. Parce qu'on a entendu plein d'hypothèses. Je trouve qu'elles se tiennent toutes et c'est difficile de faire un choix. Il y a une première hypothèse qui verrait Andrea Kimi Antonelli, qui d'ailleurs montera dans la Mercedes normalement du côté de l'Italie pour une séance d'essai. Donc Andrea Kimi Antonelli qui s'entraînerait, on va dire, un petit peu à la Formule 1 avant le grand saut chez Mercedes, normalement annoncé l'année prochaine. Liam Lawson, c'est pareil qu'on avait entreaperçu l'année dernière sur quelques courses. Est-ce qu'on ne serait pas tenté de confirmer le fait que ce gars-là mérite la Formule 1 et le préparer au mieux pour 2025? Et puis Mick Schumacher, qui, moi, je reste persuadé, mérite encore sa place. Toto Wolff l'a dit ce week-end. Je vous donnerai d'ailleurs des citations de Toto Wolff un petit peu plus tard concernant les cas Antonelli et Mick Schumacher parce que c'est plutôt intéressant. Ce serait quoi le scénario, vous, que vous aimeriez voir, privilégié en tout cas pour l'intérêt de la Formule 1 et dans l'intérêt aussi d'avoir les 20 meilleurs pilotes sur la grille aujourd'hui? Le premier. Ah ouais, tu le laisserais pas terminer en F2, Andrea Kimi Antonelli? Alors, encore une fois, je vais être acide. J'ai quand même l'impression qu'on en a strictement rien à foutre de ses résultats en F2. Dans tous les cas, dans la tête de Toto Wolff, c'est clair et net. Il en fait des bons, il s'améliore. Et franchement, moi, je trouve qu'il fait quand même une très belle saison de rookie. Mais Clairement. en attendant, Toto Wolff s'en fout complet, hein. Et dans sa tête, 2025, c'est Andrea Kimi Antonelli. Quitte à ce que, vu que la saison de F2 n'a pas une si grande importance que ça, autant lui foutre du roulage de F1. Et autant le mettre dans la Williams. Il fera pas pire que Sargent. Donc, à partir de là, tu commences avec Monza en plus. Circuit facile, Nick De Vries, il a réussi. Hein, Hamza? Ah, je fais exprès, Gratuit. je fais exprès. C'est Je fais gratos. exprès. Mais bon, tu le mets sur 9 courses restantes, ça le forme chez Williams. Derrière, il arrive peut-être avec un peu moins non plus de trucs un peu violents à gérer qu'en 2025 directement chez Mercedes qui potentiellement se battra pour le titre. Tu vois? Donc non, moi je trouve que c'est le plus logique. Liam Lawson a déjà des grands prix, il a déjà prouvé ce qu'il sait faire. Faut pas l'intérêt d'aller le mettre chez Williams et lui sortir de ses repères de chez Racing Bull avant qu'il prenne normalement un baquet Racing Bull en 2025. Et Mick Schumacher, encore une fois, pour moi, il n'est pas l'intérimaire qu'était Nico Hülkenberg. On l'a jamais vu dans le rôle non plus. Hein? Tu dis ça, mais sur quoi on juge le fait qu'il ne soit pas un bon intérimaire comme Nico Hülkenberg a pu l'être? On l'a jamais vu dans le Oui, rôle. mais je veux dire, c'est Moi- que moi- c'est pas quelqu'un qui a prouvé une adaptabilité particulière. Je veux dire, donc, enfin, je sais pas. Moi, pour moi, le plus logique, sachant que Williams dépend de Mercedes, je pense que c'est de foutre Andrea Kimi Antonelli dedans. Ça mettra certainement un peu de hype en plus à Williams niveau commercial d'avoir ce nouveau pilote-là et cette pépite annoncée. Et puis derrière, tu le formes sur 9 Grands Prix pour l'amener en F1 2025. Je trouve ça le plus logique en tout cas. Hamza, je veux avoir ton avis, mais juste avant, je vous mets quand même une petite citation de Toto Wolff, parce qu'il a répondu aux questions dimanche soir à ce sujet. Toto Wolff, il dit, entre James Walsh et moi-même, nous avons des discussions et des relations super transparentes, et James a participé au développement de Kimi. Ça peut nous expliquer aussi le choix de Brice, parce que Toto Wolff ne dit pas Andrea Kimi, lui dit Kimi tout court. Au développement de Kimi et à sa découverte. Donc je pense que ce qui est le mieux pour lui, c'est de continuer le programme tel que nous l'avons conçu, avec les essais et la Formule 2, et de voir comment cela se passe, plutôt que de perturber notre plan et de lui donner l'opportunité dans une Williams. Et c'est la décision que nous avons prise. On le croit, on le croit pas. La Formule 1, on sait, il y a eu beaucoup de déclarations et parfois l'inverse arrive. Toi, parmi les trois hypothèses qu'on a proposées, il peut y en avoir d'autres, hein. Tu peux avoir d'autres idées aussi, Hamza. Je sais que tu formules d'idées. Ce serait quoi, toi, ta volonté sur tout ça? Liam Lawson. Liam Lawson, parce que je n'aime pas le raisonnement de Brice pour une raison toute simple, c'est qu'il considère Williams comme étant la Toro Rosso de Mercedes. Or, Williams Alors, joue c'est son pas le cas. championnat. Non, Williams joue son championnat. Il y a une 9e place à défendre. Potentiellement, si ça se goupille bien, une 8e place à aller chercher à Alpine. S'il y a un bon résultat, un peu comme As, une 8e place, tu peux revenir dans la course. Aujourd'hui, Williams n'est pas destiné à... Et de toute façon, James Valls l'avait dit il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois, le profil d'Antonelli peut intéresser Williams uniquement s'il y a un projet moyen terme, je ne vais pas parler de long terme, moyen terme avec lui. Mais si c'est le foutre 6 mois ou un an, il n'y a aucun intérêt pour Williams. Et alors on en parlera très bientôt, peut-être la semaine prochaine, sur un débat Williams et la restructuration et pourquoi est-ce qu'un Carlos Sainz va chez Williams.
Williams, c'est une écurie qui aujourd'hui est en train de se construire, et notamment sur cette année 2024, d'enlever tout ce qui a été négatif, tous les retards dans le monde, au sens littéral, dans le monde 2024. Williams avait une quinzaine ou une vingtaine d'années de retard dans l'utilisation de ces outils pour performer en Formule 1. Ils sont en train de tout bouleverser. Il n'y a aucun intérêt à aller chercher un jeune pilote pour lui mettre 9 courses pour le préparer pour Mercedes l'année prochaine. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la solution la plus facile et celle qui t'apporte peut-être sur le papier, encore une fois, ce n'est qu'une question de papier, une garantie de résultat que pourront peut-être pas avoir les autres, et je pense notamment à Mick Schumacher, c'est Liam Lawson. Et là, c'est du gagnant pour tout le monde. Tu as Liam Lawson qui retrouve un baquet, qui se montre. Là, je pense forcément à. Ou pas d'ailleurs, Hamza, parce que ça peut être la meilleure occasion qui se crame Ouais, ouais. et que, Non, mais bien sûr. et que ça laisse la place à Isaac Hadjar pour 2025. Mais bien sûr, mais moi, aujourd'hui, à la place de Liam Lawson, Ah, mais il pense Isaac, Hamza, j'avais Ah, pas c'est pour pensé. ça, Voilà. c'est pour ça. moi, je suis à la place de Liam Lawson, je préfère quand même avoir une nouvelle chance plutôt que de ne pas piloter je vais dire par peur de se cracher chez Williams et potentiellement en 2025, t'as rien. Autant montrer et si ça arrive, ça arrive, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais c'est une chance et c'est aussi, mine de rien, par rapport à ce qu'il a montré, c'est une chance pour Williams de récupérer un pilote qui peut revenir pas au niveau d'Alex Albon, mais peut-être aller chercher des Q2, peut-être aller chercher une Q3, peut-être aller chercher un bon résultat qui te permettrait de passer devant Alpine ou au moins de sécuriser l'avant-dernière place. Et en fait, ça tombe bien parce que moi, j'aimerais vraiment voir Mick Schumacher dans cette voiture parce qu'on est tous les trois absolument pas d'accord sur la question. Ah non. Moi, j'aimerais bien juste rapidement voir Mick parce que je trouve que on n'en sait pas trop sur ce pilote-là, entre guillemets, même si on a vu ce qu'il a pu donner dans les formules promotion et souvent à la bonne place dans le bon baquet. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit performant et que ça soit, tu sais, une sorte de poil à gratter. Parce que quelque part, Antonelli et Liam Lawson, on devrait les voir sur la grille de 2025. Mick Schumacher, ça commence à se compliquer, on va dire, les scénarios surtout pour lui. Donc, moi, je sais pas, ça serait, tu sais, comme tu sais, un mec qui se montre et même s'il n'y a pas de place pour lui, quelque part, une petite promesse pour l'avenir. Toto Wolff est d'accord là-dessus. C'est son grand pote, hein, c'est normal. Toto Wolff, il dit j'espère vraiment que Mick aura sa chance car nous n'avons pas vu le vrai Mick. Vous ne gagnez pas en F4, F3, F2 pour ne pas être performant ensuite en F1. Je pense qu'il mérite une chance. Si l'opportunité se présentait chez Williams, nous l'apprécierons, mais c'est James Walsh qui décide. Excuse-moi, Hamza. Non, non, mais Brice parle d'Antonelli. Si tu veux voir un pilote de F2, dans ces cas-là, tu mets Franco Colapinto. Lui, c'est un enfant de l'académie Williams. Il a eu du roulage en essai libre 1 chez, je crois que c'était à Silverstone, si je dis pas de bêtises, avec Williams. Là, ça a du sens pour Williams de préparer, entre guillemets, même si c'est un pilote qui l'année dernière était en F3 et aujourd'hui, donc, on est comme Antonelli à sa saison de rookie en F2. Vous nous dites dans le chat, les amis. Vous nous dites dans le chat ce que vous voulez voir. En tout cas, moi, tu vois, le débat est intéressant parce qu'on a vraiment trois sensibilités complètement différentes et je suis sûr que chez les gens, il y a même une quatrième et une cinquième hypothèse auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé et je sais que vous allez nous l'apporter. Sébastien Vettel? Je sais pas s'il va encore courir. Je Ah non, sais mais pas. non, Sergio Perez, je suis con, pardon. Ah, il est garanti. Il est garanti jusqu'à la maison. Exactement. Ouais. Tu participes à ce merchandising et à ce lobbying affreux. Exactement. Je voulais absolument que tu refasses cette vanne parce que les gens ne savent pas, mais on a déjà enregistré cette émission. L'enregistrement a foiré ce matin et cette vanne était très très bonne, mon cher Brice. Le lobbying, le lobbying en termes de Ah, mais merchandising de notre ami Hamza. donc, oui, mais faut bien que les vannes soient naturelles. Si elle n'est pas revenue jusque-là, je C'est vais vrai. pas la refaire, tu vois. C'était juste pour préciser qu'on avait galéré à faire cette émission et que même si la qualité est un peu Ah moins bonne oui, que d'habitude dans la forme, le fond reste le même, je vous le promets. on y a passé des heures, donc si jamais vous avez aimé, mettez des likes, je vous en supplie. Ouais, On a grave. passé des heures pour pouvoir faire cette émission, on a galéré. Exactement. Les gars, avant de refermer justement cette grande page, vous dire 70 points d'écart entre Max Verstappen et Lando Norris. On va voir justement si la remontada est possible. C'était le titre de cette vidéo. Du côté des écuries, 30 points d'écart entre Red Bull et McLaren. Et mine de rien, on l'a dit, 34 points d'écart entre Ferrari et McLaren. On ne rentre pas plus dans le vif du sujet. Vous dire qu'il n'y aura pas ce mercredi de mag parce qu'on a des petits soucis de logistique au niveau de notre plateau cette semaine. La semaine prochaine, lundi, débrief de Monza. Mercredi, un grand mag et on va vous préparer plusieurs sujets, des très bonnes surprises pour la suite, c'est promis. On est rentré dans la deuxième partie de saison, les gars. Il nous reste que quelques grands prix. Ça va passer très vite. Il va falloir s'accrocher. Le suspense est encore là. C'est plutôt une bonne chose. Merci Brice d'avoir été avec nous. Merci Hamza. Vous avez été tous les deux encore une fois très excellents. Votre niveau sur le F1, mais sur la foot aussi, mérite notre attention. Merci les gars. Sur la vie.
Merci à toi, Manu. Sur la vie, c'est vrai. Merci les amis. Vos commentaires, bien évidemment. Et cette émission, on peut la retrouver en podcast. Si la forme ne vous a pas plu cette semaine, c'est que vous ne pouvez toujours pas nous voir. Allez nous écouter, c'est le plus important. Salut les amis, ciao, ciao.